Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame le Premier ministre, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, chers participants, bonjour et bienvenue. Alors on va bien commencer la journée, je vais vous poser ma première question. Est-ce que ça va? C'est trop timide. Est-ce que ça va? Ah, là je sens l'énergie dans la salle. Je suis très heureuse d'ouvrir cette cérémonie et surtout de pouvoir voir à quel point vous avez répondu présent à notre invitation à participer à cette deuxième édition de l'AFIS, l'Africa Financial Industry Summit. Je suis Ramatoulaye Goudiaby, directrice de l'AFIS et professionnelle de la finance avec plus de 15 années d'expérience au sein des plus grands groupes bancaires, d'assurance et de trading français et africains. Nous sommes réunis grâce à Jeune Afrique Media Group pour 2 jours sur cet événement unique en Afrique. Car oui, ce n'est pas un événement du secteur de l'assurance. Ce n'est pas un événement du secteur bancaire. Ce n'est pas un événement du secteur des marchés de capitaux ou de la fintech. L'AFIS, c'est un événement qui réunit toute l'industrie financière africaine, mais c'est surtout une plateforme de dialogue public-privé qui a pour vocation à répondre à 4 enjeux qui vont s'afficher ici à l'écran. Le premier, c'est de contribuer au développement d'un secteur financier africain de classe mondiale. Le deuxième, c'est de placer l'industrie financière au cœur de la réussite du projet de la ZLECAf. Le troisième, c'est de doper l'inclusion financière et d'assurer un financement durable des économies. Et enfin, le quatrième, c'est de donner une voix à l'industrie financière, notamment lors de débats sur la réglementation internationale. Je suis convaincue, nous sommes convaincus que dans cette Assemblée, nous avons les ressources pour répondre à ces enjeux. Notre industrie, elle est dynamique. Elle affichait des marges de progression à 2 chiffres avant ce contexte inflationniste sans précédent. Notre industrie, elle regorge de professionnels, novateurs et ambitieux qui poussent chaque jour à l'inclusion financière des populations. Notre industrie, elle a démontré régulièrement, et encore une fois, à l'occasion de la publication des résultats du 3e trimestre 2022, sa capacité à résister aux chocs exogènes. Notre industrie doit être prête en 2023 à faire face aux pressions sur sa rentabilité, sur sa liquidité, notamment être capable de pouvoir trouver des ressources longues ou courtes sur les marchés, malgré le contexte de refinancement onéreux. Notre industrie doit être capable de faire face aussi aux pressions sur sa solvabilité et d'être capable de générer du capital en interne. Mais aussi, notre industrie doit être capable de faire attention aux pressions sur la qualité des actifs et notamment sur la hausse des créances douteuses en portefeuille de crédit. Vous allez discuter pendant 2 jours, débattre, trouver des solutions ensemble pour relever ces défis. Et nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que les conclusions de vos débats ne restent pas lettres mortes, mais qu'elles initient des transformations durables et concrètes, afin que notre industrie financière africaine soit encore plus résiliente, mais aussi plus compétitive à l'échelle internationale. Alors, je vais vous poser ma deuxième question. Ça vous semble faisable? Non, je n'avais rien entendu. Est-ce que ça vous semble faisable? Ah, voilà. J'aime votre enthousiasme et moi-même j'en suis convaincue. Et la personne qui va me rejoindre dans quelques instants, elle est encore plus que moi. Je vais inviter Monsieur Amir Benyamed, le président, directeur général de Jeune Afrique Media Group, à venir me rejoindre sur scène. Aidez-moi à accueillir Amir Benyamed. Quelle belle audience. Monsieur le Président de la République, Madame le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de banque centrale, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions et présidents d'autorités de régulation, chers participants, chers amis, bienvenue à cette première édition physique de l'Africa Financial Industry Summit. Nous sommes ravis de vous accueillir ici à Lomé,
Merci, Monsieur le Président. Merci à tout le gouvernement togolais pour l'hospitalité et pour le soutien que vous nous avez apporté pour l'organisation de cette conférence. Cette première conférence, devrais-je dire. Et en parlant de première conférence, cette date est une date anniversaire pour le groupe et je crois aussi pour le secteur privé. Il y a 10 ans, presque jour pour jour, en novembre 2012, nous organisions la première édition du Africa CEO Forum, avec une conviction très forte, celle qu'il fallait une plateforme au service du secteur privé pour en faire le moteur de nos politiques de croissance et pour accélérer l'intégration régionale. Le succès a été immédiat et ne s'est jamais démenti. Cette plateforme réunit désormais chaque année près de 1800 participants, chefs d'entreprise, cadres dirigeants, décideurs publics, investisseurs. Et aujourd'hui, c'est avec la même très forte conviction que nous nous engageons, que nous souhaitons vous engager pour ce nouveau projet qu'est l'AFIS, l'Africa Financial Industry Summit. La conviction que dans un monde en crise, notre continent doit faire de la recherche de sa souveraineté économique une absolue priorité. La conviction qu'il y a une industrie prioritaire pour cela, une industrie qui est centrale pour la croissance, instrumentale pour le projet de marché commun, une industrie qui peut être le catalyseur de toutes les transformations auxquelles nous aspirons, c'est bien sûr l'industrie des services financiers. Et notre souhait, c'est qu'à l'issue de ces 2 jours de conférence, ces 2 jours passés ensemble, chacune et chacun d'entre vous, vous repartiez convaincus qu'en élaborant un dialogue public privé exigeant, nous pouvons arriver à une feuille de route qui nous permette de radicalement accélérer l'essor des services financiers et de faire du secteur le moteur des transformations économiques dont notre continent a besoin. Alors, l'élaboration de cette feuille de route se fait dans un contexte macroéconomique très difficile qui a fragilisé un certain nombre d'économies africaines au cours des derniers mois. Un contexte qui est une menace de par le risque qu'il fait peser sur la perception qu'ont les investisseurs internationaux de l'Afrique et également pour la solidité financière de notre industrie avec une augmentation des taux, la raréfaction des capitaux, la fragilité des devises. Et c'est pourquoi nous avons conçu avec le comité consultatif de l'AFIS, qui ressemble à une quarantaine de chefs d'entreprise, de dirigeants de l'industrie. Je les remercie tous pour leur contribution, la majorité sont ici. Nous avons conçu un programme de combat, un programme ambitieux qui met la lumière sur un certain nombre d'enjeux que nous pensons fondamentaux pour cette feuille de route. Le premier enjeu, c'est celui de l'influence, celle que nous devons gagner en relayant sur la scène internationale des positions africaines communes, notamment pour moins subir l'impact des régulations globales qui ne tiennent pas vraiment compte de nos réalités. Le deuxième enjeu, c'est celui du développement, celui de nos grands groupes financiers africains. Le retrait d'un certain nombre d'acteurs internationaux, presque la majorité maintenant, est en réalité une occasion extraordinaire de développer nos champions nationaux. Ils sont la fierté du continent, ils sont un levier de souveraineté économique et de résilience indispensable. Nous devons les aider à devenir plus puissants et dotés de toutes les compétences possibles pour qu'ils deviennent des acteurs de classe et de taille mondiale. Troisième enjeu, le financement, c'est le nerf de la guerre et il a tendance un peu à se raréfier par les temps qui courent. Et donc, nous allons parler pendant ces 2 ou 3 jours, pendant ces 2 jours, j'aimerais bien vous garder un 3e jour, mais nous allons parler pendant ces 2 jours de toutes les nouvelles pistes que nous pouvons explorer pour augmenter nos ressources. Les moyens d'améliorer l'inclusion financière et donc la collecte, les moyens d'améliorer nos marchés de capitaux, les moyens d'appréhender les nouvelles opportunités comme le Green Finance, qui est en train de devenir le premier pool de liquidité mondiale. Nous allons parler de capitaux, d'investissements et justement d'une plus grande libre circulation des capitaux. Nous sommes en train de construire un marché commun et il est indispensable
que nous permettions aux investisseurs institutionnels africains de pouvoir se déployer avec moins de barrières, moins de contraintes, que ce soit au Nigeria, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo, bien sûr. En tout cas, là où les espoirs de rentabilité seront les meilleurs et où nous aurons les meilleures opportunités pour augmenter l'attractivité auprès des investisseurs. Nous allons parler, bien sûr, d'inclusion financière, d'innovation et de disruption. Nous avons parmi nous une quinzaine de fintech parmi les plus importantes du secteur. Elles ont collectivement levé plus de 2 milliards de dollars en 2021. Elles sont dirigées par de jeunes chefs d'entreprise, ambitieux et innovateurs. Nous allons nous interroger avec eux sur la façon de construire des ponts avec le reste de l'industrie financière. Enfin, dernier sujet important, le marché commun, cette fameuse ZLECAf. Si nous voulons construire avec succès, à l'instar de ce que l'Union européenne a fait avec son marché commun, si nous voulons construire cette véritable Afrique des services financiers, nous devons engager un dialogue public-privé régulier et approfondi. Et c'est tout le sens de cette conférence de la FISE, c'est vous réunir banquiers, assureurs, opérateurs télécoms, fintech, régulateurs, parce que si nous voulons relever ces défis ensemble demain, nous devons commencer à travailler ensemble dès aujourd'hui. Alors pour illustrer très rapidement ce que ambition, vision, travail d'équipe peut permettre à l'industrie de réussir, je voudrais faire un petit focus sur deux initiatives récentes qui ont été dévoilées par le président de la Freximbank, M. Benedicto Rama, par le président de l'ASEA, M. Félix Edo Amenouvé. La première, c'est la plateforme de paiement PAPS, qui est une plateforme intégrée de paiement continentale. Et le deuxième, c'est AELP Link, qui est la première plateforme d'interconnexion boursière de 7 grandes places boursières africaines. Ces deux initiatives sont exactement le type de projet sur lequel nous devons travailler et sur lequel nous souhaitons que la FISE puisse être un catalyseur demain. Les promoteurs de cette initiative sont parmi nous et, je crois, méritent quelques applaudissements. Voilà. Alors avant de laisser la place, je voudrais adresser quelques remerciements à tous ceux qui nous ont aidés à organiser cette conférence. Je voudrais d'abord réitérer mes remerciements à vous, Monsieur le Président de la République. Je sais que vous avez des projets ambitieux pour renforcer le rôle du Togo en tant que hub de services financiers. Je n'ai aucun doute sur la réussite de ce projet au vu de l'engagement, de la disponibilité et de l'efficacité de tous les collaborateurs avec lesquels on a eu l'occasion de travailler pour organiser cette conférence. Et je profite du fait qu'il y ait un parterre d'investisseurs importants, de prescripteurs d'investissement, pour essayer de résumer d'une maxime que m'a partagée une de vos collaboratrices. C'est une maxime qui résume, je pense, assez bien ce que vous pourrez trouver au Togo. Elle me disait il y a quelques semaines, « Monsieur Benyamed, ne vous inquiétez pas, au Togo, le job est toujours fait. » Et effectivement, le job est toujours fait. Je voudrais remercier bien sûr notre co-host, son directeur général, M. Maktar Diop, son vice-président pour l'Afrique, M. Sergio Pimenta, et toutes les équipes de cette institution qui est, c'est important de le rappeler, à l'avant-garde du financement et du développement de nombreux acteurs de l'industrie et qui reste aujourd'hui un des piliers extrêmement incontournables et extrêmement importants de l'industrie. Je voudrais remercier bien sûr tous nos partenaires grâce auxquels nous avons pu organiser cette conférence. Ils nous ont fait confiance dès cette première édition. Ils vont nous aider à continuer à porter ce projet tout au long de l'année, car comme je vous l'ai dit, AFIS, c'est une organisation. Donc merci à tous. Je voudrais remercier bien sûr toutes les équipes de Jeune Afrique Media Group, qui comme toujours ont préparé cette conférence avec passion, énergie et intensité. Merci à tous, très bonne conférence et bon séjour à Lomé. Merci. Une fois de plus, Samir, merci pour ton discours. Et je vais rebondir sur ce que tu viens de dire concernant nos partenaires historiques, car oui,
l'Africa Financial Industry Summit n'existerait pas sans nos partenaires. Et un de nos partenaires historiques, notre co-host, l'IFC, membre de la Banque mondiale, nous accompagne à chaque événement et encore pour celui-ci. Je vais maintenant avoir le plaisir d'inviter sur scène le vice-président pour l'Afrique de l'IFC. Aidez-moi à accueillir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, Monsieur Sergio Pimenta. Excellences, Monsieur le Président de la République, Madame le Premier ministre, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres, les gouverneurs, chers amis, chers invités, bonjour, je suis vraiment très honoré d'être ce matin parmi vous et de représenter la Société financière internationale, IFC, qui est co-host de cette Africa Financial Summit. Je voudrais dire que nous nous réunissons ce matin et pendant ces 2 jours à un moment qui est un moment charnière pour l'Afrique. Et je pense qu'Amir l'a vraiment bien caractérisé lors de son introduction, car le continent continue à s'employer à se remettre des effets vraiment dévastateurs de la Covid-19, et il doit aussi faire face à un certain nombre d'autres défis, l'insécurité alimentaire, la flambée des prix des denrées, des carburants, des engrais. Mais malgré ces épreuves, nous entrevoyons toujours très clairement le grand potentiel de l'Afrique. Et je pense que ces 2 jours vont vraiment être le moment de discuter de comment l'industrie financière, tous vous ici présents, pouvez contribuer à transformer ce potentiel en une réalité et à vraiment développer ce continent. Je pense que, comme nous le savons tous, le continent dispose d'atouts très importants pour être à l'avant-garde de l'innovation digitale, de l'agriculture durable, des solutions d'infrastructures vertes, et le secteur financier joue et jouera un rôle tout à fait innovant dans la transformation de ces atouts en une vraie réalité. Le moment est donc on ne peut plus opportun pour qu'on se réunisse et pour que le secteur financier africain se mobilise. Les institutions financières peuvent être le moteur de résilience et peuvent être catalyseurs de solutions face aux crises, permettant ainsi de soutenir la transformation de ce continent. À cet égard, ce matin, je me concentrais mes propos sur quelques domaines qui, je crois, sont prioritaires pour le développement de l'industrie financière africaine, le soutien aux micro, petites et moyennes entreprises et à la création de l'emploi, le financement du commerce et de l'action climatique, la transformation numérique et le développement des marchés de capitaux africains. Je mentionnerai également, si vous me le permettez, quelques-unes des contributions de l'IFC, qui est, comme vous le savez, la plus grande institution de développement dédiée au secteur privé en Afrique. Et j'en parlerai donc de quelques exemples de ce que nous pouvons faire avec vous tous. Ces thématiques sont cruciales pour les institutions financières africaines et je sais qu'elles figureront au cœur des débats qui vont avoir lieu au cours des 2 prochains jours. Pour commencer sur la question des petites et moyennes entreprises, il est absolument important de créer les conditions d'une reprise inclusive et durable. Il est très important d'élargir et d'adapter notre approche du financement des MPME. Les petites entreprises, comme nous le savons tous, sont essentielles à l'économie mondiale. Ce sont elles qui créent les emplois, elles permettent de sortir les familles de la pauvreté et elles renforcent les communautés. Et cela est d'autant plus important dans les pays émergents où les petites entreprises génèrent 90% des nouvelles opportunités d'emploi et jusqu'à 70% des PIB. L'IFC s'est engagé à soutenir les PME davantage. Et mon premier exemple, si vous me le permettez, sera un exemple ici au Togo, où au cours des 5 dernières années, le soutien de l'IFC a permis d'octroyer plus de 600 prêts à des PME togolaises pour une valeur totale de 2 milliards de CFA. Et nous avons l'intention d'aller bien plus loin. Nous travaillons actuellement à l'augmentation de nos engagements avec 3 des principales institutions bancaires du Togo, afin de soutenir le commerce et le financement des MPME à un moment où elles en ont le plus besoin. Nous le savons tous, la Covid-19 a fait payer un lourd tribut à ces moteurs de croissance et nous devons collectivement répondre à leurs besoins de financement en toute urgence avec créativité et avec flexibilité. L'année dernière, l'IFC a annoncé une initiative de 1 milliard de dollars pour le financement des MPME en Afrique, et avec nos partenaires de la Banque africaine de développement, Proparco et d'autres institutions, nous travaillons dans le cadre de l'Alliance pour l'entrepreneuriat en Afrique afin de soutenir la croissance et la réussite des MPME
en particulier pour les femmes et les jeunes entrepreneurs. Depuis cette annonce, un certain nombre de projets ont déjà été financés et je sais que nous allons, au cours des 2 prochains jours, vous en parler avec plus de détails. Je voudrais maintenant mentionner rapidement la question du financement de l'action climatique, car si nous encourageons le financement des PME, il est aussi essentiel d'investir dans les banques, les institutions de microfinance et les institutions financières non bancaires pour mobiliser des capitaux durables en vue de financer la transition énergétique. Aux 4 coins du continent, le secteur financier commence déjà à participer activement au financement de projets verts. En Afrique du Sud, par exemple, avec l'appui d'IFC, la Standard Bank of South Africa a émis sa toute première obligation verte pour promouvoir des projets d'énergie renouvelable au sein de son portefeuille de clients, y compris des petites et moyennes entreprises. Et l'an passé, IFC a annoncé également un partenariat avec la Securities and Exchange Commission du Ghana pour encourager les investissements dans les projets portés sur les questions climatiques et environnementales. C'est un sujet qui, je crois, a le potentiel de transformer l'économie financière africaine et sur lequel nous devons tous travailler ensemble. Permettez-moi ensuite de mentionner la question du financement du commerce, extrêmement important en ce moment. En Afrique, le déficit du financement de commerce est estimé à environ à 90 milliards de dollars. Des perturbations croissantes des chaînes d'approvisionnement, la hausse de l'inflation et les défis liés à la sécurité alimentaire ont contraint de nombreuses banques internationales à se retirer du financement du commerce. Comme Amir l'a dit, c'est une occasion pour que les banques africaines reprennent le relais et développent elles-mêmes un financement du commerce qui est extrêmement important pour le continent. Alors, au lieu de rester en retrait, nous devons renforcer l'accès au financement du commerce pour aider à maintenir les entreprises africaines à flot et préserver les emplois. Au cours de notre dernier exercice fiscal, l'IFC a engagé un montant record de 9,7 milliards de dollars pour soutenir le financement du commerce dans le monde à travers notre programme mondial pour le financement du commerce. Un des bénéficiaires de ce programme est le groupe Vista Bank en Afrique de l'Ouest, qui a bénéficié de ce programme justement l'année dernière. AFC a alloué 24 millions de dollars aux filières de Vista Bank en Guinée et au Burkina Faso pour les aider à financer les importations de denrées alimentaires, de matières premières, de matériel et d'autres biens de consommation importantes. Cette semaine, mes collègues vous parleront un peu de notre initiative pour le redressement du commerce et des chaînes d'approvisionnement en Afrique. C'est un programme également d'1 milliard de dollars qui va soutenir le développement des échanges régionaux et contribuera à réduire le déficit du financement du commerce et la dépendance à l'égard des importations, notamment dans plus de 20 économies fragiles et touchées par les conflits. Je voudrais mentionner également la question de la transformation numérique. La numérisation sera un facteur important pour les entreprises africaines pour qu'elles puissent pleinement bénéficier des opportunités de financement. Les solutions numériques, y compris dans le domaine financier, transforment les chaînes de valeur mondiales, régionales et locales, diminuent le coût de commerce, réduisent les barrières commerciales, améliorent la productivité des entreprises et créent de nouveaux modèles commerciaux. Collectivement, nous devons donc résolument nous employer à accroître les investissements dans les services numériques pour soutenir la création d'entreprises digitales et promouvoir des technologies de rupture qui apporteront plus d'innovation au secteur financier. Et enfin, je ne voulais pas clore sans mentionner le développement des marchés de capitaux. Je sais que de nombreux d'entre vous dans cette salle travaillent sur ce sujet très important pour pouvoir à la fois mobiliser l'épargne et apporter des ressources longues qui sont nécessaires au développement du continent. Donc je suis vraiment très heureux d'être là aujourd'hui et je me réjouis des débats qui vont avoir lieu au cours des 2 prochains jours. Je pense que nous allons ensemble pouvoir trouver des solutions qui vont vraiment aider à transformer ce continent. Je vous remercie pour votre attention. Merci Sergio. Merci Sergio et merci encore à toute l'équipe de l'IFC, sans qui cet événement, encore une fois, n'aurait pas été possible. Donc merci à toutes les équipes. Nous avons été très bien accueillis en République togolaise. Vous êtes vraiment très gentils, les Togolais. Nous avons été très bien accueillis et le Togo est rapidement devenu un centre financier. Il abrite déjà pas mal de DFI, de grandes institutions financières et notamment de grandes banques commerciales panafricaines. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, afin d'accueillir son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Faure Ezosima Nyasimbe. Monsieur le Président, la parole est à vous. C'est bon. Merci.
Avant de lire mon discours, je voudrais, puisque nous avons traditionnellement, dans un format plus secteur public que privé, l'habitude de faire des discours de bienvenue. Mais cette fois-ci, nous nous sommes conformés aux rigueurs qu'impose le temps limité qui est le vôtre. Je sais que ça a été un très grand sacrifice pour beaucoup d'entre vous. On a dû s'impliquer pour montrer notre désir et notre volonté d'accueillir des personnes de qualité que vous êtes. Donc, au nom de l'ensemble des Togolais, des habitants de Lomé, je voudrais vous souhaiter à tous une bienvenue dans notre capitale. Madame le Premier ministre, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Madame, Messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur le directeur général de Jeune Afrique Media Group, Monsieur le vice-président pour l'Afrique de la Société financière internationale, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de banques centrales, Mesdames et Messieurs les régulateurs du secteur assurance, Mesdames, Messieurs les responsables des marchés financiers, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux de sociétés publiques et privées, chers participants, honorables invités, Mesdames, Messieurs les médias, Mesdames, Messieurs, chers amis. Vous le savez tous, le Togo a une longue tradition d'accueil et d'encouragement des institutions financières et notre capitale est reconnue comme un acteur important en matière d'industrie financière dans la sous-région et sur le continent. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous, je le sais, sont des habitués de la capitale togolaise et je me réjouis de reconnaître dans cette salle ce matin nombre de ceux avec qui j'ai eu ces dernières années plusieurs entretiens. À quelques pas des sièges d'Ecobank, de la BIDC, de la BOAD, d'Orabank, de la SICARE, les occasions de séjourner dans notre capitale ne manquent pas. Mais si le cadre vous est familier, la conjoncture mondiale l'est assurément moins. Comme beaucoup ici, je partage le sentiment que nos échanges au cours de ce forum sur le secteur financier africain interviennent à un moment important. Vous l'avez dit, la Covid-19 et la guerre en Ukraine ont profondément bouleversé la structure de l'économie mondiale et de nombreux craquements fissurent aujourd'hui la charpente de nos économies. En avril 2020, le Brent était à $20 pour culminer aux environs de $120 en juin dernier et se stabiliser autour des $85-90 aujourd'hui. Que dire des taux d'intérêt? Fin 2021, le marché estimait que la probabilité que les taux de la Fed dépassent 2,5% en décembre 2022 était nulle. Une majorité d'investisseurs s'attendaient à des taux en dessous de 0,75%. Aujourd'hui, la quasi-totalité des investisseurs anticipe des taux autour de 4,5%. Il serait, à mon sens, dangereux de sous-estimer les conséquences de ces bouleversements, en particulier pour les plus fragiles de nos concitoyens, mais également pour l'ensemble des acteurs économiques et financiers impliqués dans le développement de notre continent. Jour après jour, nous nous efforçons de répondre aux multiples facettes de cette crise globale qui implique aussi bien des aspects sécuritaires, climatiques et inflationnistes que des déséquilibres et des dysfonctionnements dans les chaînes logistiques. Les réponses sont souvent difficiles à formuler et plus encore à mettre en œuvre parce que de nombreuses problématiques s'imbriquent et que la question du financement des programmes d'action demeure un enjeu déterminant. Les opportunités d'en débattre ne manquent pas et je suis certain que vos travaux de ces prochains jours apporteront des éclairages essentiels à la prise de décision des pouvoirs publics
et des institutions financières internationales qui sont pour nous des partenaires importants. Mais je voudrais prendre le temps aujourd'hui de regarder vers l'avenir, car ce moment de recomposition laisse entrevoir un paysage financier transformé. Ce sommet est donc une belle occasion pour penser l'avenir de la finance africaine. Ce futur, mesdames et messieurs, nous le construirons ensemble. Je m'adresse à vous aujourd'hui avec une conviction forte. L'avenir de la finance africaine se construira sur la collaboration étroite entre les gouvernements et le secteur financier. Je reviendrai sur le rôle de l'État dans la recomposition du secteur financier africain. Mais je veux tout de même commencer en rappelant une évidence. Sans secteur privé, notre système financier perdrait sa raison d'être. Car le rôle du banquier, votre métier, n'est pas simplement le financement, mais le financement de bons projets. Et vous le savez bien, la leçon principale du monde des affaires est que les opportunités pour perdre de l'argent ne manquent pas. La carrière de banquier est tout entière dédiée à donc séparer le bon grain de l'ivraie. Sans votre discernement, le système financier serait condamné au gâchis et à l'arbitraire. Après 2 ans de crise continue, le gaspillage est un luxe que peu peuvent se permettre, en tout cas pas à notre continent. Plus que jamais, les investissements de qualité sont le socle du développement africain, car sans eux, comment accroître notre capacité de transformation industrielle? Comment construire les ports, routes, des centrales énergétiques si nécessaire à l'ambition de la ZLECAf? Mesdames et messieurs, votre savoir-faire est ainsi votre responsabilité. De vos efforts et de votre sagacité dépend une bonne part de la prospérité. Le Togo revendique cet attachement au rôle du secteur privé dans le système bancaire. L'État doit vous épauler dans cette tâche. Notre succès commun dépend de cette collaboration entre les pouvoirs publics et le secteur financier. De notre côté, je vois 4 grandes missions. Tout d'abord, l'État doit promouvoir un environnement des affaires attractif. Combien d'investisseurs, s'étant rarement rendus sur notre continent, se représentent un environnement des affaires anarchique et impraticable? La réalité est tout autre. Et elle s'améliore tous les jours, qu'il s'agisse de fiscalité, de stabilité juridique ou de contraintes administratives. Les progrès sont considérables, même si, je le reconnais, beaucoup reste à faire. Mais ce qui a été fait, nous devons le faire savoir. La SFI le sait bien, sans atténuation de ces inquiétudes irrationnelles, de nombreux investissements parfaitement valables et viables risquent d'être ignorés par des investisseurs souvent trop frileux. Pour ce faire, l'État doit aussi favoriser l'information. Et c'est sa deuxième grande mission. Pas seulement l'information sur l'environnement des affaires, mais l'information sur les affaires elles-mêmes. C'est dans la construction d'une banque de projets que l'État est votre meilleur allié. Nombreux sont les investisseurs étrangers trouvant que l'offre de projets viables, de qualité, dans les pays en développement, le pipeline, reste trop souvent limité. Conscients de cette demande toujours croissante, nous travaillons sans relâche pour permettre une juste perception des occasions d'investissement. C'est ainsi que le Togo a développé sa feuille de route 2025, a développé dans sa feuille de route 2025 une offre de projets de qualité, dans votre jargon bancable, issue d'un travail de longue haleine et d'une connaissance minutieuse du terrain. Nous avons pensé ces projets comme le chaînon manquant dans le financement de l'économie par le secteur privé. Pour autant, nous ne nous priverons pas des opportunités qu'offrent les partenariats publics-privés
qui demeure un outil pertinent au bénéfice du financement dans les pays en voie de développement. La troisième mission, c'est que l'État doit jouer son rôle d'arbitre. C'est particulièrement vrai dans le développement des investissements durables. Les investisseurs des pays développés cherchent de plus en plus des opportunités d'investissement responsables. Leurs actionnaires le demandent, leurs clients le souhaitent. J'en veux pour preuve les montants considérables gérés par des fonds reposant sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG. Ils ont atteint aujourd'hui la somme considérable de 36 000 milliards de dollars. Pourtant, seule une faible partie de ces investissements revient aux pays en voie de développement. C'est au-delà de la question de l'information, ce que j'évoquais à l'instant. Il y a la question des externalités. Pour juger du caractère durable et responsable d'un investissement, il faut pouvoir tenir compte des éléments qui touchent à la pollution, à la perte de la diversité, etc. Et là, évidemment, la puissance publique retrouve son rôle d'arbitre entre les résultats positifs de l'investissement en termes de profit et de création d'emplois et de l'autre, les contraintes environnementales. Enfin, je crois que l'État peut aussi organiser l'innovation. S'il profite à tous les acteurs financiers, le secteur public reste avant tout l'allié des éléments les plus innovants de la communauté financière. Et les exemples abondent. Au Brésil, où le programme de paiement PIX, amorcé en 2018 et lancé en 2020 par la Banque centrale, a réussi en un an à convaincre 67% des adultes et 60% des entreprises déjà bancarisées. Cette coopération entre la Banque centrale, l'État et le secteur privé a permis en un temps record de réduire les coûts de transaction et d'accélérer la bancarisation de l'économie brésilienne. De même en Inde, où le programme UPI de la Banque centrale a révolutionné le système de paiement en coopération étroite avec le secteur privé. Géré par la Banque centrale et le secteur privé, ce système a enregistré plus de 8 milliards 500 millions de transactions pour le seul mois d'août 2022. C'est ce que nous espérons aussi pour le système de paiement PAPS dont a parlé M. Amir Benyadet. On nous souhaite le même succès pour notre continuement. Ici même, dans notre pays au Togo, le programme Novici et le programme EID montrent le lien étroit entre action publique et innovation. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de conclure deux mots. Comme toutes les crises avant elles, celle qui nous frappe aujourd'hui trouvera les voies de sa résolution. Un nouvel équilibre macroéconomique s'imposera et l'optimisme, j'en suis sûr, reviendra. Cet avenir, il faut que nous le construisions ensemble. Ensemble, nous identifierons les grands projets qui structureront le continent. Ensemble, nous attirerons les investisseurs étrangers en quête d'investissement durable et ensemble, nous saurons révolutionner le secteur de la finance africaine. C'est sur cette note de confiance que je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne conférence. Merci beaucoup.